Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce nouveau webinaire présenté par le docteur Tarek Bouzora, spécialiste en médecine interne des animaux de compagnie et proposé par Mano Médical. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'examen endoscopique des voies respiratoires supérieures des brachycéphales. N'hésitez pas durant ce webinaire à nous poser toutes vos questions et le docteur Bouzora y répondra à l'issue de sa présentation. Donc avant de vous laisser en compagnie du docteur Bouzora, je vous rappelle, et du coup je change de slide, voilà, je vous rappelle simplement les prochains événements, les prochains rendez-vous à venir autour de l'endoscopie, et puis ceux que nous avons pu vous proposer l'an dernier, puisque nous vous proposons donc de nous retrouver le 12 mai prochain pour parler des toux chroniques et de l'examen endoscopique. Ce sera une présentation sous forme de cas pratiques, ainsi que les vomissements chroniques, et les toujours examens endoscopiques, donc le 29 septembre prochain. Donc pour ces deux dates, nous vous ferons parvenir très prochainement donc les liens pour vous inscrire. Et puis également, vous avez peut-être pu, pour certains d'entre vous, y participer l'an dernier. Nous vous avons proposé 4 rendez-vous l'an dernier autour de la rhinoscopie, de la trachéobronchoscopie, de la bronchoscopie, je vais y arriver, gastrodénoscopie, ainsi que de l'entretien de votre matériel d'endoscopie. Donc ces 4 webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur notre site www.manomedical.com dans l'onglet formation. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je vais donc pouvoir vous passer la main, Tarek, et vous souhaiter à tous une bonne présentation, un bon webinaire. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour vous. Alors, je dois accepter, afficher mon écran. C'est tout bon. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va poursuivre la série de webinaires qui est permise grâce à l'aide de Mano Médical, qui m'offre l'opportunité de partager avec vous beaucoup de choses au sujet de l'endoscopie, un sujet forcément qui me tient à cœur. Donc voici avant tout le thème de cette présentation. Donc j'ai voulu vous mettre cette vidéo-là tout simplement pour démarrer dans le vif du sujet et puis rappeler bien sûr que nos bulldogs, nos carlins, les brachycéphales d'un point de vue général, ont malheureusement beaucoup de soucis respiratoires et que les propriétaires n'ont pas toujours la même notion de gravité et de conséquences que nous en tant que vétérinaires, et c'est notre devoir de les avertir et d'avancer avec eux le plus vite possible. Donc la conformation brachycéphale, elle est issue d'un travail de sélection des éleveurs. En fait, l'objectif, c'était d'obtenir un chien répondant à un standard de race, initialement pour des aptitudes physiques et des critères morphologiques qui leur permettaient de remplir une fonction. Ce sont des chiens qui étaient d'une grande aide au niveau des professionnels pour notamment aider à la contention du bétail, à chasser. Voilà. Donc ce n'était pas du tout au départ un morphotype qui était destiné à ne répondre qu'à des critères esthétiques. Dans le temps, les éleveurs ont surtout cherché à garantir l'adhérence à un faciès très spécifique, notamment un standard esthétique qui a répondu aux attentes des propriétaires, parce que ce sont des races qui sont devenues très très célèbres, notamment au 19e, au 20e siècle. Et c'est à ce moment-là, notamment à la fin du 20e siècle, que les hypertypes sont apparus. Donc ces hypertypes existent dans d'autres races de chiens et de chats. En tout cas, pour les brachycéphales, on sait tous un peu de quoi on parle. On a tous vu ce chien présenté en clinique avec une modification très importante de la conformation de ses voies respiratoires, qui a de grosses difficultés à respirer et, in fine, de grosses difficultés à vivre. Donc la popularité a été croissante pour les hypertypes à partir des années 2000 et l'objectif était un raccourcissement facial avec des conséquences telles que l'effort inspiratoire permanent. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté accepté par les propriétaires, d'avoir un chien qui lutte pour respirer, qui adopte des postures spécifiques pour pouvoir vivre et survivre, et bien sûr un cornage, des ronflements et des difficultés très importantes. La problématique de l'effort respiratoire permanent, c'est qu'il entraîne un tirage sur les voies respiratoires, un remodelage de celles-ci, et bien sûr, en conséquence, des répercussions viscérales et digestives.
Et c'est aussi un des points clés de l'évaluation endoscopique dont on va parler aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, le grand public trouve que c'est normal qu'un bulldog, qu'un carlin respire mal, qu'un bulldog, qu'un carlin vomisse ou régurgite, parce que c'est un petit peu quelque chose qui est attendu. Mais, comme on va en parler, les vétérinaires ne doivent pas se satisfaire de cela. Quand on voit un chien en visite de routine, vaccinale ou autre, à 1 an ou 2, c'est pas normal en fait de laisser repartir les propriétaires avec les propos tenus qui montrent que le chien a des problèmes pour respirer correctement ou si notre examen clinique nous suggère qu'il y a un problème. On a un rôle de conseil, d'anticipation, parce que les crises respiratoires, lorsqu'elles arrivent en plein milieu de l'été notamment, elles sont souvent fatales, accompagnées de coups de chaleur, hein. Et puis un rôle d'accompagnement des propriétaires en tant que guide, et bien sûr un rôle éducatif. De manière très importante, c'est intéressant de le signaler, mais il y a pas mal de pays en Europe qui commencent à changer leur vision des choses en lien avec les hypertypes et qui commencent à ne plus accepter que certains éleveurs poursuivent la sélection raciale en ce sens. Les Pays-Bas ont été pionniers dans ce domaine puisqu'en mars 2019, ils ont rédigé une charte gouvernementale qui interdisait les hypertypes. C'est-à-dire qu'on allait devoir stériliser les géniteurs qui eux-mêmes répondaient à cette définition. Et en France, en mai 2020, la Société centrale canine a rédigé un courrier dans le but justement d'adopter une position similaire dans l'objectif à terme d'interdire les hypertypes. Ça passe par le berger allemand avec l'abaissement significatif de la zone lombosacrée, mais surtout et avant tout, les races brachycéphales, c'était sur le modèle justement de ce qui se fait aux Pays-Bas. Donc c'est un point clé et je pense qu'il faut savoir le dire aux propriétaires. Ces hypertypes-là, c'est pas bon de favoriser leur sélection et de les acheter. Donc le syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures des races brachycéphales répond à une définition anatomique dont on va parler ensemble. Il a en conséquence des répercussions cliniques, à la fois respiratoires et digestives. Et dans notre démarche, on sait que le bilan endoscopique va être indispensable pour statuer en fait des anomalies, pouvoir les dire aux propriétaires et en vue d'une correction opératoire, d'être aussi capable de savoir ce qu'on ne pourra pas prendre en charge et ne pas décevoir le propriétaire dans le parcours de soins si le pronostic post-opératoire ne correspond pas à ce qui avait été imaginé. Les prérequis, de toute manière, sont toujours de faire une radiographie thoracique pour être sûr qu'on ne loupe pas une autre lésion interne significative et qui ne serait pas explorée correctement à l'endoscopie. Préparer le patient en vue d'une exploration anesthésique et ensuite d'envisager une exploration respiratoire et digestive dans cet ordre, avec derrière la capacité de proposer une prise en charge et bien entendu quand même de sensibiliser le public à cet effet de mode de sélection génétique et de prévenir aussi la genèse ou l'aggravation de ces hypertypes à l'avenir. Donc la première partie traite globalement du syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures des races brachycéphales. On va reprendre quelques définitions. Donc le SORB, syndrome obstructif des races brachycéphales, c'est un phénotype qui est rencontré chez plusieurs races, le bulldog français, le bulldog anglais, le carlin, mais également d'autres races. Le Boston Terrier, en bas à gauche, les Pékinois, les Cavalier King Charles, les Lhasa Apso, les Shih Tzu, les Spitz, mais également les Sharpei et les Chochos. Donc c'est important parce qu'on connaît bien cette maladie-là et on est capable de la suggérer, de la caractériser chez le bulldog, chez le carlin, mais les autres races sont également des races surreprésentées. Tenez, aujourd'hui, dans quelques minutes, quand nous allons nous quitter, je vais aller faire une endoscopie sur un Cavalier King Charles, justement, chez lequel on suspecte un syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures. Donc, ces anomalies respiratoires sont soit héritées, le patient naît avec ces anomalies, telles que la sténose des narines, telles que la macroglossie, qui prend de la place dans la cavité orale, l'hypertrophie et la longueur excessive du voile du palais mou. Sur ces images qu'on a effectuées à l'école vétérinaire, on voit ce que c'est qu'un voile du palais hypertrophié et long. Hein. Ce voile du palais, il est très épais ici et il vient retomber sur l'épiglotte. On a également une hypertrophie des amygdales bilatéralement qui sortent de leur crypte et qui sont un petit peu inflammatoires. Et ensuite, on accompagne ces anomalies d'autres observations, notamment l'hypoplasie de la trachée, dont on parlera après, une trachée beaucoup plus petite que la normale, des cornets nasaux protubérants caudaux. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, les cornets nasaux protubérants caudaux, en rhinoscopie rétrograde, quand on passe par la voie orale et qu'on fait une rétroversion dans les coanes, on voit en fait, en plein milieu des cavités nasales, une accumulation d'un tissu protubérant hyperémié qui n'a pas lieu d'être là en règle générale et qui obstrue quasi totalement les cavités nasales caudales et entraîne une résistance au passage de l'air.
Donc ça, c'est des images très intéressantes en endoscopie et en rhinoscopie rétrograde, parce qu'elles nous montrent que ce chien a des raisons de très mal respirer, pas que à cause de la sténose des narines qu'on voit visuellement à l'examen clinique, mais également parce qu'au fond des cavités nasales, il a une obstruction très importante. Donc les anomalies respiratoires, si elles ne sont pas héritées, elles peuvent être acquises. À force de tirer sur ces voies respiratoires, le brachycéphale va engendrer des remodelages de ces voies respiratoires supérieures, à commencer par le larynx. Son larynx peut présenter une éversion des ventricules laryngés. Vous voyez ici deux gros ventricules laryngés bien bombés qui viennent obstruer la rima glottis que je délimite avec ma souris. Normalement, tout cet espace-là doit permettre le passage de l'air. De l'autre côté, on voit également une éversion des ventricules laryngés et on devine la présence d'un petit granulome inflammatoire assez hyperémié sur le cartilage aryténoïde gauche, donc à notre droite. Et au-delà de ce collapsus laryngé, d'autres anomalies héritées vont arriver, notamment les anomalies digestives. Ces chiens respirent mal, ces chiens font de l'aérophagie, ils aspirent de l'air dans leur œsophage et dans leur estomac. Cela déclenche une hypersécrétion acide et du reflux gastro-œsophagien, comme on peut le voir sur cette image. On a également, quand on regarde cette image, un œsophage qui ne paraît pas comme étant tubulaire et droit, mais plutôt un œsophage qui contient des diverticules, c'est-à-dire des petits espaces où il y a des poches qui sont créées finalement à la faveur du temps. Et ces poches-là sont des sites où les sucs gastriques vont s'accumuler, où les sécrétions vont rester et où les syndromes inflammatoires infectieux peuvent se localiser. Plus loin dans le tube digestif, on va pouvoir voir aussi, notamment dans la zone du pylore, des gros plis pyloriques, comme celui que vous voyez en zone supérieure, qui va en fait recouvrir le pylore et empêcher le passage de l'aliment de manière normale dans le duodénum. Et ça contribue effectivement à une rétention alimentaire dans l'estomac, aggrave la gastroparésie et l'inflammation gastrique et prédispose au vomissement et in fine aux régurgitations. Pour l'œsophage, si l'œsophage est rectiligne comme on l'a sur cette image, on peut quand même avoir des répercussions du reflux gastro-œsophagien, notamment une œsophagite distale avec une muqueuse qui est assez inflammatoire, une plage inflammatoire également ici, des petites ponctuations circulaires qui correspondent en fait à de l'œsophagite chronique. En fait, on parle de métaplasie, c'est un épithélium qui s'est remanié à la faveur du temps. On peut avoir également au niveau gastrique ce qu'on appelle une gastrite folliculaire. Vous voyez toutes ces petites taches un petit peu plus foncées qui correspondent en fait à des follicules lymphoïdes hyperplasiés inflammatoires et qui finalement se rencontrent très fréquemment chez les races brachycéphales en conséquence de l'aérophagie et en conséquence de l'hyperacidité gastrique qui se développe. On peut avoir également une hernie hiatale, œsophagienne ou para-œsophagienne. On va voir ce que c'est. Donc sur ce chien justement chez qui on avait fait notre test, on s'est intéressé à la motilité du cardia. Donc vous voyez à l'extrémité que le cardia est bien mobile. Il y a une ouverture qui s'effectue. On n'est pas au stade de la béance parce qu'on a quand même un sphincter qui est hermétique en position de repos. Mais lorsque le chien tire sur ses voies respiratoires pour inspirer, on voit la muqueuse gastrique qui vient faire une proéminence. Et cette hernie hiatale para-œsophagienne, elle prédispose au reflux, elle prédispose à l'irritation de la muqueuse œsophagienne et aux régurgitations. Donc là, on n'a pas trop stimulé, mais voilà ce qu'on avait. Après, dans son estomac, on retrouve une inflammation diffuse de l'ensemble de la muqueuse, qui est voilà, un élément qui est assez fréquemment rencontré. Et ici, ce brachycéphale, en dépit de l'avoir mis à jeun pendant une durée assez longue, malheureusement, on se rend compte qu'il y a quand même du contenu alimentaire. Donc, si l'on poursuit notre présentation, les conséquences cliniques, maintenant on va s'y intéresser, notamment les conséquences cliniques respiratoires, ce sont la dyspnée, c'est tout à fait logique. Parfois l'apnée aussi, il faut savoir que les brachycéphales représentent un modèle d'étude pour la médecine humaine de l'apnée du sommeil. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont concentrées là-dessus, notamment les équipes de l'université de Davis, avec certains intensivistes diplômés des collèges américains de soins intensifs vétérinaires, qui se sont intéressés aux conséquences de l'obstruction du fond de gorge sur la courbe respiratoire et notamment l'apnée. Au-delà de cette apnée, on peut avoir un cornage, on peut avoir dans des situations extrêmes une détresse respiratoire qui motive une consultation en urgence, bien entendu une hypoxémie liée au déficit de diffusion d'oxygène au tissu périphérique, compte tenu de la capacité à respirer normalement. Et au niveau digestif, ce sont des régurgitations, des vomissements, des éructations, ce sont ces chiens qui vont avoir du reflux de manière évidente et qui vont laisser passer des gaz aussi dans leur cavité orale. Et enfin, des flatulences, chose décrite chez quasi tous les brachycéphales, qui semble normale pour les propriétaires, et parfois même de la diarrhée chronique, parce que l'entéropathie chronique qui en découle est liée à cette hyperacidité gastrique et à une mauvaise digestion
dès le début finalement du tube digestif. Donc, à ce stade, quand on comprend ce qu'est le syndrome brachycéphale, ce que sont les anomalies innées, les anomalies acquises à la fois respiratoires et digestives, on comprend qu'on a un grand challenge lors du bilan endoscopique parce qu'il faut faire un état des lieux de chacune des structures pour savoir si on peut corriger, si on peut prévenir les complications et surtout ce qu'on peut dire aux propriétaires au pourtour de notre prise en charge. Donc pour la radiographie thoracique, elle devient évidente puisqu'on sait que le chien peut présenter une hypoplasie trachéale et qu'il est toujours plus intéressant de la mettre en évidence à la radiographie que durant notre examen endoscopique, notamment si on doit aussi choisir la taille de la sonde d'intubation qu'on va utiliser ou si on doit craindre que le patient présente une hypoxémie à l'induction. Donc l'idée, c'est que chez le chien dolichocéphale, le rapport entre le diamètre de la trachée et le diamètre du thorax à son entrée, donc à l'entrée thoracique, je vais vous montrer ça sur une radio, est en règle générale supérieur à 0,2, 0,21 selon les études. Chez les races brachycéphales, une première étude a consisté à montrer que on pouvait tolérer une chute de ce rapport à 0,16 et une seconde étude est carrément allée plus loin en disant que au-delà de 0,11, c'est déjà quelque chose qui est subnormal chez le brachycéphale. Par contre, en dessous de ces valeurs, on a bien une suggestion d'hypoplasie trachéale. Donc, je vous mets une radio d'un chien dolichocéphale et on prend nos repères. L'entrée du thorax est ici et le diamètre de la trachée est ici. Là, ce rapport est effectivement convenable dans les zones qui correspondent à des valeurs supérieures à 0,2. Sur un autre chien, on va faire exactement la même démarche, l'entrée du thorax et ensuite le diamètre de la trachée. Et si on fait effectivement le rapport, on va se rendre compte que ce rapport est soit supérieur à 0,11, 0,16 selon les études, soit inférieur à cette valeur. Le fait de pouvoir être en mesure d'effectuer déjà ce type d'évaluation à la radiographie thoracique nous offre quand même beaucoup de confort, notamment pour le choix de la taille de la sonde et également déjà pour savoir ce qui peut se passer au niveau trachéal chez ces patients. Quoi qu'il advienne, le bilan endoscopique chez les rats brachycéphales est similaire à celui qu'on peut réaliser dans le cadre général, en sachant qu'on va toujours avoir un matériel préparé et fonctionnel avant d'induire l'anesthésie générale, parce qu'on reste sur un patient qui présente possiblement des risques de complications et un risque critique en cas de défaillance. Donc, en cas de besoin, on a des pinces également pour l'exploration digestive si on trouve une lésion qui mérite des biopsies. Les différents types de tubes ont déjà été décrits, donc je vous les replace ici. Les valves sont fonctionnelles et la balance des blancs est réalisée. Je vous remontre à nouveau la contention typique pour un droitier avec la main droite qui guide le tube et la main gauche sur la manette. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un appui fixe sur un bord de table, soit en étant assis et en ayant nos deux bras positionnés sur le bord de la table pour avoir un endoscope qui ne bougera que très peu, voire le moins possible, soit d'avoir au moins la main droite, celle qui tient le tube, bien positionnée sur la table en amont de l'animal, de façon à éviter justement de bouger ou de perdre son positionnement, notamment quand on explore et quand on passe la zone laryngée. Donc voilà la préparation typique de l'examen pour un chien brachycéphale. On stabilise le patient, c'est-à-dire qu'on a posé notre cathéter, on a préoxygéné avec une oxygénation en flow-by comme vous voyez sur cette vidéo. La préoxygénation est quand même déterminante parce qu'on va induire lors de la narcose une hypoxie, c'est fatal. Et en plus, on n'est pas toujours en mesure d'attuber directement parce que parfois le but de la narcose, c'est d'aller visualiser avec l'endoscope, donc en plaçant un tube qui n'apporte pas ou qui apporte malheureusement très peu d'oxygène via le canal opérateur. Donc la préoxygénation est très importante. Quoi qu'il en soit, un bulldog ou un brachycéphale en sens général, on le met à jeun à 24 heures plutôt que 12 heures, parce que sinon le contenu alimentaire reste dans la zone gastrique comme vous l'avez vu sur la vidéo. On anticipe les risques de vomissement périopératoire, notamment en n'utilisant pas certaines molécules, notamment la morphine, et en privilégiant plutôt d'autres molécules qui seront beaucoup moins à risque. On prépare aussi l'intubation justement en ce sens, parce que si le patient est à risque de vomir ou de régurgiter, mieux vaut qu'il soit intubé. La première chose aussi, c'est que on sait que quand on va induire, la première structure qu'on va aller voir, c'est le larynx, et on va être à la recherche de l'existence d'un collapsus pour savoir si on intube en urgence ou pas, et pour évaluer la capacité d'oxygénation du patient. L'eau est retirée en règle générale dans les 12 heures qui précèdent l'examen, de façon à garantir aussi l'absence d'accumulation de fluide dans la zone de l'estomac. Et le protocole anesthésique doit bien entendu être adapté de manière à garantir le maximum de sécurité. Voilà un petit peu l'ensemble des choses qu'on peut employer et ceux qu'on ne recommande pas. Donc la morphine, je vous l'ai dit, n'est pas forcément recommandée parce qu'elle induit un risque de vomissement. On privilégiera la méthadone, le fentanyl, en sachant qu'il est très important de ne pas toujours envisager le butorphanol comme solution parce que si le chien part au bloc opératoire juste après,
L'analgésie est parfois trop limitée avec le butorphanol, ce qui fait que durant la prise en charge opératoire, le chirurgien peut avoir des complications et des difficultés à maintenir la narcose. Ensuite, des agents antinauséeux et antivomitifs gastrokinétiques, le maropitant et le méthoclopramide. Un antiœdémateux, notamment pour le larynx et anti-inflammatoire de la zone respiratoire supérieure pour éviter des complications liées à l'intubation et la sédation, de la dexaméthasone idéalement. Et on prévient aussi l'hyperacidité gastrique et les complications associées avec du pantoprazole par voie injectable. Donc voilà ce que ça donne à l'examen. On est en décubitus sterno-abdominal. La procédure est en règle générale très codifiée. On place un padane. On a un opérateur qui va tenir la langue du chien dans l'axe entre les deux canines de manière à avoir un larynx qui est bien dégagé et qui est justement très droit par rapport à l'entrée de l'endoscope. On place l'encolure idéalement en petite extension pour avoir aussi la capacité de bien visualiser le fond de gorge, un peu comme lorsqu'on veut intuber. Et la langue est étirée, comme je vous l'ai précisé. Voilà ce que ça donne. Quand on est posé sur le fond de la cavité orale et sur la langue, chez un brachycéphale qui n'a pas trop de problème, on a ce qu'on a devant nos yeux, un voile du palais mou très proéminent, très épais, mais quoi qu'il en soit, un petit dégagement qui permet quand même le passage de l'air. C'est modeste, mais ça n'est pas négligeable. On voit en règle générale notre épiglotte en face de nous et on voit une zone des cartilages aryténoïdes qu'on va devoir aller explorer un peu mieux que ça, en sachant que dans ce cas de figure-là, on est donc plaqué sur la langue. On peut visualiser également les amygdales, l'épiglotte qu'on a eu en face de nous. Comme on le voit ici, les deux amygdales qui sont discrètement hypertrophiées mais pas très externalisées, le voile du palais, l'épiglotte en face de nous, et puis les petites zones à l'extrémité proximale de la langue. Voilà ce que ça donne également, des amygdales hypertrophiées avec un voile du palais long. Donc là, je vais vous montrer pas mal d'images pour essayer de vous donner des points de repère à l'imagerie. Et donc, on voit à la fois le palais dur et le palais mou. Voilà. Une fois qu'on va avancer, on va pouvoir visualiser le plafond nasopharyngé. Donc, c'est ce qu'on a sous nos yeux ici. Là, on est posé sur l'épiglotte. Tout à l'heure, on était à l'arrière de la langue. Là, on va aller ici sur l'épiglotte. En se posant sur l'épiglotte, on dégage le larynx, les processus cunéiformes, les processus corniculés, l'empreinte des cordes vocales avec les ventricules qui ici ne posent pas de souci, le plafond du nasopharynx, l'extrémité distale du voile du palais mou, qui ici n'est pas problématique, et au-dessus là-haut se situe le nasopharynx. Et donc, c'est à peu près une image classique ici. Et ensuite, on se positionne un peu comme pour une intubation donc sur l'épiglotte pour pouvoir visualiser l'entrée de la trachée. Je vous rappelle un petit peu les points de repère. La rima glottis, qui est l'espace dans lequel l'air peut passer. Les cordes vocales, donc la zone des ventricules laryngés en rouge. Les processus cunéiformes sur les côtés et les processus corniculés sur le plafond, la clé de voûte du plafond nasopharyngé qui ne doit jamais s'effondrer, auquel cas on est en collapsus laryngé de grade 3 sur 3. Et bien sûr, au-delà d'évaluer les structures anatomiques, on réalise une évaluation fonctionnelle. Le but est aussi de vérifier, au moment où on va induire la narcose, que durant le cycle inspiratoire, ce larynx a une fonctionnalité préservée. Et je vous renvoie au webinaire sur l'endoscopie respiratoire, où je vous place des vidéos justement de fonctionnement laryngé normal, de parésie et de paralysie laryngée. Donc, vous voyez sur votre gauche un collapsus laryngé de grade 1 sur 3. Il est défini par l'éversion des ventricules laryngés qui est modérée. Par contre, les processus cunéiformes sont tout à fait positionnés normalement et les corniculés, tout en haut, le plafond, se tient toujours. Voici une autre image qui est à peu près similaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est effectivement que les ventricules laryngés sont proéminents et obstruent une partie de la rima glottis, donc l'espace où l'air peut passer. Sur un collapsus laryngé de grade 2, voilà ce qu'on peut rencontrer. On rencontre effectivement l'éversion des ventricules laryngés, mais également une médialisation des processus cunéiformes. Ils sont là, et ils commencent à se toucher. Pareil ici, éversion des ventricules laryngés, et les processus cunéiformes sont en train de se rapprocher l'un de l'autre, rendant la rima glottis de plus en plus petite. Vous voyez, donc là, c'est une évidence, le collapsus laryngé de grade 2 sur 3. On a la médialisation, qu'on visualise dans les deux cas de figure, et l'éversion des ventricules laryngés. Et là, un collapsus laryngé de grade 3 sur 3. La grosse problématique, c'est que le plafond du larynx est en train de totalement s'effondrer. La rima glottis, elle n'existe quasiment plus. Regardez ce larynx de face, on a juste un espace virtuel ici où l'air peut passer. Et ça, c'est une très grosse problématique parce que c'est un critère pronostic péjoratif, notamment en période post-opératoire. La problématique sur ce genre de larynx, c'est que quand on réveille le chien et qu'on veut l'extuber, le larynx revient à cette position, notamment avec le relâchement musculaire induit par la narcose.
Et la problématique, c'est qu'il peut s'étouffer à son réveil, et c'est là où les complications arrivent. Un autre exemple de collapsus laryngé avec un chevauchement des processus cunéiformes. Les corniculés, on ne les voit pas vraiment, mais de toute manière, ce chevauchement est tellement marqué, la rhumagglottis n'existe pas à nouveau. Vous voyez qu'on a juste un tout petit point ici où l'air pourrait rentrer. Ça, c'est gravissime, et il faut le signaler au propriétaire en période périopératoire parce que le réveil est quand même compliqué. Tout à l'heure, on parlait de l'hypoplasie trachéale. Donc, une fois qu'on avance dans l'arbre respiratoire, on va arriver à la zone de la trachée et on pourra évaluer la présence ou l'absence d'une anomalie de la membrane trachéale dorsale et d'un chevauchement des anneaux trachéaux. Donc, sous vos yeux, la membrane trachéale dorsale est proéminente. La muqueuse, par contre, ici est homogène, rose pâle, ne présente pas d'anomalie et la vascularisation sous-muqueuse est visible. On a quelque chose d'à peu près cohérent. Et donc, le seul élément, effectivement, c'est que lors d'une hypoplasie trachéale, ce chevauchement-là devient de plus en plus conséquent. Il existe ici, donc il y a déjà une hypoplasie qui est mise en évidence, et en règle générale, on ne la visualise pas du tout sur une trachée. Ensuite, on passe à la seconde partie de l'examen. Quand on a fait l'appareil respiratoire, on sécurise, on intube le chien, on gonfle notre ballonnet, on place l'anesthésie gazeuse, et donc là, on va le placer en décubitus latéral gauche. En règle générale, avec une colonne qui est sur notre gauche, j'ai tendance à dire qu'on place les membres en direction de la colonne endoscopique. Ça permet de dégager le pylore sur la droite du chien. On a toujours une procédure codifiée. On place un pas d'âne de manière à éviter aussi que le chien puisse déglutir en cas de réveil et de mordre le matériel qui coûte cher. On place l'encolure en extension pour garantir le passage de l'œsophage de manière simple ou la plus simple possible et d'induire le moins de frottement possible dans la zone oropharyngée. Et donc, on avance. On peut visualiser donc une œsophagite distale, ce que je vous ai déjà un petit peu montré tout à l'heure sur la photographie et la vidéo, mais là, elle est beaucoup plus significative. On voit en fait 4 stries hyperémiées, très convergentes vers le cardia, et ça montre qu'il y a eu du reflux chez ce chien et que ce reflux est problématique parce qu'il engendre une inflammation distale. Sur l'image de droite, on voit effectivement une strie et une deuxième strie, probablement d'autres qui sont masquées par le fluide. Et par contre, l'accumulation anormale de fluide, ça correspond à du reflux en fait gastro-œsophagien qui reste en localisation œsophagienne. Je vous laisse imaginer que si le chien n'est pas intubé à ce moment-là, la bronchopneumonie par aspiration est fort probable. On avance, la gastrite folliculaire, je vous en ai parlé tout à l'heure et en voici encore une représentation. On va avoir en fait déjà une accumulation de suc gastrique qui est anormale. On a beaucoup de mousse avec cet aspect blanchâtre, une muqueuse très luisante. Ça, c'est pas normal dans un estomac. L'aérophagie, le plus souvent, entraîne cette hypersécrétion et cette hyperacidité avec une muqueuse également inflammatoire puisque modérément hyperémiée. Et les ponctuations très hyperémiées qui correspondent à ces follicules hypertrophiés, hyperplasiés, donc réactionnels et inflammatoires. Une autre image, gardez ces images en tête, elles sont super intéressantes parce qu'elles nous montrent vraiment ce qu'on est en proie de visualiser chez les brachycéphales, mais également dans d'autres cas de figure en endoscopie. En règle générale, chez d'autres races, il est indiqué de faire des biopsies quand on a ça, parce que le différentiel inclut une gastrite lymphoplasmocytaire, possiblement une gastrite eosinophilique, voire une hélicobactériose ou un portage d'autres bactéries telles que Sarcina ou autres. Voici donc la gastropathie hypertrophique pylorique. Donc ça donne ça. La gastropathie hypertrophique pylorique, c'est des plis anormaux qui s'organisent en zone du pylore et qui vont comprimer finalement le pylore et obstruer son extrémité. Ici, le passage de l'endoscope est délicat et le passage de l'aliment est également délicat, puisque tous ces bourrelets que vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sont malheureusement à l'origine d'une difficulté de passage du bol alimentaire. Donc rapidement, parce que c'est une partie qui est exclusivement réservée aux chirurgiens en règle générale, je vais quand même vous donner les grandes notions pour la prise en charge du syndrome brachycéphale. Une fois qu'on a fait notre bilan, on a statué de la présence ou de l'absence de certaines anomalies, on sait qu'on va pouvoir prendre en charge certaines choses de manière médicale et d'autres, bien entendu, de manière opératoire. La première chose, c'est la rhinoplastie. On opère l'entrée des narines en retirant les cartilages alaires, qui sont deux structures cartilagineuses qui s'enfoncent à raison de 2 ou 3 cm dans les cavités nasales et qui sont ventromédiales. On les incise, on les retire et on dégage la zone du vestibule nasal en levant parfois jusqu'à 75-80% de l'obstruction au passage de l'air dans cette zone. Voilà ce que ça donne en phase post-opératoire. Vous voyez quand même qu'on a des narines qui sont bien plus dégagées et pas que en surface mais également en profondeur. Je le répète, je vous montrerai justement les cartilages alaires et dans la zone du voile du palais mou, on va effectuer une incision angulaire, l'objectif étant de retirer une structure tissulaire
conséquente et de dégager justement une capacité de passage de l'air et l'ouverture de l'arrima glottis. Voilà ce que ça donne. Les cartilages alaires, c'est tout ça qui est retiré, hein, pas juste l'entrée en fait de la narine, mais toute la zone qui va se retrouver jusqu'à 2 centimètres. Vous voyez, c'est quand même conséquent, 2 centimètres, c'est quasiment jusqu'au canthus médial. Et le voile du palais qui est retiré, ça représente une structure de chair qui représente jusqu'à 4 centimètres de large sur une longueur qui peut aller jusqu'à 2 centimètres, 2 centimètres et demi. En règle générale, c'est laissé à la discrétion du chirurgien. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est pas la prise en charge opératoire, mais c'est plutôt la prise en charge post-opératoire. Comme disent certains intensivistes, le meilleur moyen de gérer une crise respiratoire associée à une prise en charge d'un syndrome brachycéphale, c'est de ne pas l'avoir, de ne pas y faire face. C'est donc de la prévenir. On la prévient tant en consultation et dans la zone pré-anesthésique avant d'induire la préoxygénation, la corticothérapie, les agents gastrokinétiques et antiacides, mais également durant le post-opératoire, avant que la crise arrive, on maintient une sédation modérée pour qu'on ait un chien qui se réveille tranquillement, qui soit intubé le plus longtemps possible et qui présente le moins de signes possibles de complications respiratoires. Donc, cette partie-là peut faire l'objet d'une partie dédiée et peut être très longue, mais ça ne restait pas l'objectif. L'idée, c'est de les maintenir en soins intensifs, idéalement les 4 à 6 premières heures. Donc, je vais conclure pour vous représenter, on va dire, les notions clés, notamment l'aide en endoscopie pour vous. Donc, je vous remontre ce petit coquin-là qui avait effectivement une obstruction très, très importante. Et donc, on doit être capable d'expliquer au propriétaire plusieurs choses avant de faire notre endoscopie, qui sont nées, bien sûr, avec ça. C'est la sténose des narines, la macroglossie, le voile du palais beaucoup trop long, beaucoup trop épais, éventuellement des amygdales déjà hypertrophiées et peut-être une hypoplasie de la trachée. Et qu'à cause de ces anomalies-là, ils ont forcé sur leur voie respiratoire à la faveur du temps, ont induit un collapsus des voies respiratoires supérieures, essentiellement le larynx, mais parfois quand même la trachée et les bronches, et que tout cela mérite une correction, et qu'en conséquence également, sur cette aérophagie, ils ont déclenché une gastrite, notamment la gastrite folliculaire et cette hyperacidité gastrique, qui déclenche des vomissements, qui déclenche du reflux gastro-œsophagien, qui déclenche une œsophagite. Et en cas de béance du cardia et de hernie hiatale, on surajoute au risque de base de régurgitation. Quoi qu'il en soit, on est dans la nécessité d'agir pour garantir le confort et la qualité de vie de ces patients parce qu'il n'est pas normal que ces patients-là n'aillent pas mieux. On avait commencé à élaborer ce qu'on appelle un score de métrologie clinique à l'aide d'un travail de thèse d'une ancienne étudiante de l'école vétérinaire de Lyon, le docteur Juliette Delair, que vous pourrez retrouver sur Internet, hein, ce travail de thèse, avec un questionnaire qui permet de comparer la qualité de vie avant et après l'intervention opératoire. On a commencé à se rendre compte, les premiers résultats, que effectivement la prise en charge opératoire avait des conséquences très favorables sur la qualité de vie et que certains éléments mis en évidence à l'endoscopie étaient possiblement corrélés à l'inconfort de vie et qu'en corrigeant ces éléments-là, on améliorait les choses et on gérait cette problématique. Donc, quoi qu'il en soit, il faut être capable de classer ces anomalies innées, acquises, digestives, respiratoires, d'établir un pronostic grâce au bilan endoscopique, parce que mettre en évidence un collapsus laryngé de grade 3 sur 3, comme je vous disais, c'est très grave. Et il faut être capable de dire au propriétaire qu'on n'est pas en bon espoir que tout soit parfaitement résolu. On ne transformera pas un bulldog anglais en berger allemand. Pareil au sujet des anomalies digestives, si le chien présente des vomissements chroniques, des régurgitations et qu'on a une gastropathie hypertrophique pylorique très marquée ou une béance du cardia avec une hernie hiatale, on ne peut pas être sûr de guérir le patient. Et quoi qu'il en soit, d'organiser une prise en charge qui va consister en la réalisation d'un bilan endoscopique complet associé à une prise en charge opératoire attenante dans l'objectif justement de ne pas être dépassé en réveillant un chien après une endoscopie qui n'a pas encore été opéré et qui malheureusement pourrait subir les désagréments de l'anesthésie générale et des actes qu'on a réalisés nous-mêmes. Moi, je vous remercie pour votre attention et on va laisser place aux questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Oui, bah merci, merci docteur Bouzouin pour votre présentation. Alors effectivement, on va vous laisser poser toutes vos questions. Juste avant d'y répondre, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je voulais vous indiquer que ce webinaire, donc si vous n'avez pas pu y participer en entier, sera disponible très bientôt en replay. Voilà, donc eh bien, on va répondre donc à vos questions. Je regarde rapidement mon écran. Alors, une première question. Quelle attitude avoir face à un chiot ou jeune chien brachycéphale qui ne présente pas beaucoup de symptômes? Oui, donc la question, c'est pas, ça reprend certainement le début du discours où je disais effectivement que dès le départ, on doit aussi avoir un rôle de guide et d'accompagnateur dans la prévention.
L'idée, c'est que tous les brachycéphales présentent des anomalies des voies respiratoires supérieures. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont ce profil, ce morphotype. L'idée, c'est quand on perd des propriétaires, des familles qui vont être à terme de très bons soignants, qui vont suivre leur chien, qui vont vouloir le maximum pour l'équilibre de vie et la qualité de vie de leur chien, on peut commencer à leur poser quelques questions qui les orientent. Est-ce que votre chien ronfle? Est-ce que votre chien, parfois, après une grosse phase de jeu, respire quand même de manière très bruyante ou prend un peu de temps pour récupérer? Est-ce que votre chien est un peu plus intolérant qu'un autre chien? Si par exemple les gens avant ont eu une autre race de chien, par exemple un berger allemand ou autre. Tous ces éléments-là vont leur permettre de se rendre à l'évidence que le confort de vie dépend quand même de la capacité à inspirer. Il faut imaginer qu'un brachycéphale, quand il vit en tirant sur ses voies respiratoires, c'est un peu comme nous quand on est sous l'eau en train de nager et qu'on veut remonter à la surface pour prendre notre air. On a quand même ce sentiment d'oppression dans la cavité thoracique et c'est un peu comme ça que vit le brachycéphale. Donc sur un chiot, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, à suggérer quand même que c'est pas normal qu'un cornage existe, qu'un ronflement existe ou que des difficultés respiratoires commencent à se faire voir et que si les propriétaires font partie de ceux qui sont très motivés, on les aiguille éventuellement vers la capacité à s'assurer, par exemple, pour pouvoir être pris en charge possiblement, au détail près des subtilités de chacun des organismes d'assurance qui parfois ne prend pas en charge la totalité de la correction opératoire. Et surtout, d'être vigilant à certaines situations, ne pas promener le chien en plein été, sous la chaleur, pendant 2 heures, parce qu'on les a tous vus, hein, ces chiens-là, quand on est en vacances, au soleil, qui ont un peu de mal, où on a presque envie d'intervenir et de dire au propriétaire de faire très attention parce que dans 1 heure ou 2, il y aura peut-être des conséquences. Donc mon discours à moi, ce serait de dire, soyez insistant, bon pas vexant non plus, mais n'hésitez pas à sensibiliser les propriétaires chez le jeune, même en l'absence de symptômes. Merci. Alors, quel protocole anesthésique utilisez-vous? C'est une question qui est revenue plusieurs fois. Oui, alors en fait, le vrai défi, c'est surtout par rapport à l'opération qui a lieu après. On veut quand même une analgésie, hein, c'est évident. On se rend compte que si on fait à notre chien au préalable lors de l'endoscopie, un bilan, enfin une injection de corticoïdes type dexaméthasone comme je vous ai montré pour éviter un œdème majeur, du maropitant, du métoclopramide pour éviter les régurgitations, les vomissements, et qu'on met une analgésie avec du butorphanol, c'est enfin, une sédation induite et accentuée par le butorphanol. Pour nous, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'il faut, c'est un idéal pour une endoscopie. Le problème, c'est pour le chirurgien derrière, s'il veut mettre de la morphine, il est un petit peu bloqué, notamment si l'endoscopie est très rapide. Donc souvent, on s'entend avec le chirurgien, on fait soit nos injections très tôt, antiacide, pantoprazole, métoclopramide, maropitant, dexaméthasone, et un petit peu plus tard, on fait éventuellement de la morphine en se disant le métoclopramide est en action, peut-être que la morphine à petite dose suffira pour l'analgésie et évitera des grosses régurgitations et des vomissements. Mais si c'est un chien type bulldog français qui vient déjà pour des vomissements, moi je vous invite à faire du fentanyl ou de la méthadone, une alternative en tout cas pour l'analgésie, en sachant qu'il n'est pas stupide de faire des alpha-agonistes également, hein, parfois les alpha-2, même en intramusculaire, si le chien ne se laisse pas faire et que poser un cathéter est une réelle difficulté, peuvent suffire aussi à apaiser le chien et à avoir une balance analgésique assez intéressante. Alors, une autre question. Faut-il faire des biopsies digestives sur certains cas? Alors, il y a vraiment 2 écoles. En région parisienne, il y a eu des travaux qui ont été faits par Valérie Fraîche, qui est maintenant enseignante à l'école de Maison-Alfort. Également, il me semble Cyril Poncet, qui est chirurgien spécialiste à la clinique Frégis. Attendez, je vais juste bloquer le téléphone. Hop. Et en réalité, leurs travaux en fait ont suggéré que la réalisation systématique des biopsies mettait en évidence des lésions inflammatoires, qui sont bien entendu suggérées par ce qu'on a visualisé déjà macroscopiquement avec ces ponctuations que je vous ai montrées suggérant la gastrite folliculaire. Maintenant, de là à dire que la réalisation des biopsies change la prise en charge de manière systématique, c'est très délicat. On est sur un temps anesthésique augmenté parce qu'on va réaliser ces biopsies. Le risque est quand même modeste, cela dit, parce que lorsque le chien dort, prolonger l'anesthésie d'une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes n'est pas déterminant. La réelle question, c'est de se dire, est-ce que ça change la prise en charge? En l'état, ça ne semble pas réellement changer la prise en charge. Par contre, le discours change totalement s'il y a une vraie lésion. Si on a une vraie grosse lésion anormale, on biopse, quoi qu'il en soit, peu importe la race, peu importe le contexte. Et l'autre école, c'est l'école qui est un peu différente, c'est de dire on biopse jamais. Moi, je me situe un peu entre les deux. Je biopse très rarement, pour être franc, mais il m'arrive de le faire. Voilà.
OK, merci. Est-il indispensable de faire un bilan digestif en plus du bilan respiratoire? Là, pour le coup, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais c'est quand même ça engage le point de vue de beaucoup de spécialistes à l'heure actuelle. Oui. Oui, pour la simple et bonne raison que, il y aura rien de plus inconfortable si vous faites de l'endoscopie, de faire un bilan respiratoire assez simple, de voir le larynx et la trachée, d'aller opérer. Que votre chien, en fait, devienne l'objet d'une attention accrue par les propriétaires et qu'en fait, ces petites régurgitations ponctuelles qu'il avait n'étant pas problématiques, le deviennent parce que les gens ont payé assez cher pour faire une endoscopie qui a un coût, une prise en charge opératoire qui a un coût et commence à vous enquiquiner parce que le chien va régurgiter et vomir. Et si on n'est pas allé voir ce qui se passe, si on n'a pas vu l'œsophagite, si on n'a pas vu la hernie hiatale, éventuellement une béance du cardia, une gastropathie hypertrophique pylorique marquée, une gastrite folliculaire marquée, avec beaucoup de suc gastrique, en fait, on a loupé un ensemble de lésions digestives qui peuvent nous expliquer le tableau clinique et qui peuvent nécessiter une prise en charge dédiée. Soit on va refaire l'examen plus tard et les gens vont pas forcément être très contents de devoir repasser par la case endoscopie alors qu'on en a déjà eu une avant. Et la pire des configurations, c'est si c'est un confrère qui le fait pour vous, qui note des anomalies que vous n'auriez donc pas visualisées et qui relève presque, hein, en tout cas dans les contentions qu'on peut avoir, pas de la faute professionnelle parce que c'est pas quelque chose qui est problématique au plus haut point, mais qui en tout cas vous mettre en très grosse difficulté avec votre clientèle. Et pour l'avoir vécu sur des bilans endoscopiques digestifs où on mettait en évidence des anomalies, même en les mettant en évidence, en les signalant noir sur blanc, en disant que le pronostic fonctionnel au plan digestif n'est pas excellent et que c'est logique qu'un chien opéré continue de vomir de temps en temps, on a quand même parfois été exposé à des retours négatifs et à des problèmes. Donc je vous invite vraiment, vraiment à faire le bilan digestif. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je n'en vois pas d'autres. Si vous avez des questions de toute façon qui vous viennent à l'esprit, après coup, n'hésitez pas à nous les communiquer, parce que vous recevrez un petit mail d'ailleurs demain. Donc vous pourrez y répondre et donc, soumettre vos questions. Nous y répondrons, eh bien, à l'occasion du prochain webinaire. Ceci me permet de reprendre la main juste pour vous indiquer que nous nous retrouverons donc le 12 mai prochain pour parler tout chronique et examen endoscopique, donc sous forme de cas pratiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Toutes ces informations sur les webinaires à venir ou les webinaires passés seront disponibles également sur un mail que vous recevrez. N'hésitez pas à revenir vers nous par téléphone ou par mail si vous avez des questions et concernant ce programme de formation et concernant nos équipements. Voilà. En attendant, ben, on va vous souhaiter une bonne après-midi. Merci encore une fois de votre participation. Merci, docteur Bouzoura, de votre présentation. Je vous en prie. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir.